Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. On se raconte souvent une belle histoire, celle où la civilisation aurait réussi à éradiquer la sauvagerie. Mais la civilisation met-elle vraiment fin à la violence? Ou bien est-ce qu'elle se contente juste de la planquer sous des tonnes de paperasse et de contrôle administratif? C'est ce mythe de la pacification totale qu'on va déconstruire aujourd'hui. Au programme, on fait un grand dézoom, on va passer de la thermodynamique du vivant au niveau d'appropriation, parler d'évolution, de la vraie nature de l'agression, de la violence structurelle, pour finir sur la civilisation vue comme une violence déplacée. C'est parti. Alors, cette question, elle bouscule un peu notre zone de confort. On aime croire que l'humanité est passée comme par magie de la loi de la jungle à une ère de droit pacifique. Mais ce qu'on va voir ici, c'est que la violence ne disparaît jamais vraiment. En fait, elle change juste de costume, de vocabulaire et d'échelle. Première étape, la thermodynamique du vivant. Et pour comprendre comment ça marche, il faut plonger aux racines même de la biologie. Bon, le concept de structure dissipative d'Ilya Prigogine, c'est absolument fascinant. L'univers, par nature, a tendance à aller vers le chaos et la dispersion. Mais un organisme vivant, lui, fait exactement l'inverse. Il repousse ce chaos en pompant littéralement de l'énergie autour de lui. Vivre, au fond, c'est maintenir ce déséquilibre permanent, coûte que coûte. Et c'est exactement ce que cette image illustre. L'existence, c'est pas juste un état zen et passif. Non, c'est une extraction permanente. C'est carrément la racine matérielle de ce que l'on appellera plus tard la prédation. Tout ce qui vit doit prélever quelque chose dans son environnement pour continuer à exister. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les niveaux d'appropriation biologique. Parce que cette fameuse extraction, elle prend différentes formes selon le niveau qu'on observe. Le piège absolu ici, c'est de tout mélanger. Une bactérie qui absorbe du sucre, c'est le niveau métabolique. Ça n'a absolument rien à voir, d'un point de vue moral, avec un empire qui s'empare de terre au niveau institutionnel. Si on utilise le mot prédation à toutes les sauces et à tous les niveaux, on finit par ne plus rien comprendre aux enjeux de pouvoir. Et c'est là qu'intervient la fameuse guillotine de Hume. En gros, un fait biologique indéniable, comme le besoin vital de manger, ne justifiera jamais l'organisation politique de la famine. L'éthique, elle se trouve très exactement dans ce gouffre entre le besoin de survivre et le système social qu'on construit autour. Troisième point. Évolution et coopération complexes. On va casser un peu ce mythe de la nature humaine purement égoïste. Bien sûr, la biologie nous impose des limites, mais l'évolution ne se résume pas à notre ADN. Comme on le voit avec ces 4 systèmes, il y a aussi l'épigénétique, les comportements qu'on apprend et notre immense héritage symbolique à travers le langage et la culture. Ça prouve quoi? Que la violence humaine n'est pas une fatalité génétique. La compétition existe, certes, mais elle est très souvent noyée dans d'immenses réseaux de coopération. Et là, le concept de téléonomie de Jacques Monod change tout. Les organismes luttent pour se préserver, oui, mais par simple mécanique évolutive. Sauf que l'humain a cette capacité incroyable de juger comment il se préserve. La morale n'est pas dictée par nos cellules, c'est un choix, une construction. On passe à la partie 4, la nature de l'agression. Et là, il faut vraiment séparer nos réflexes primaires de défense de la violence calculée. Cette différence est super frappante. D'un côté, on a l'agression réactive. C'est chaud, ça part au quart de tour, c'est lié à la peur. De l'autre, l'agression proactive. C'est froid, calculé, stratégique. Le prédateur ne déteste pas sa proie, il s'en sert, tout simplement. Et devinez quoi? C'est exactement cette agressivité froide qui ressemble le plus à la violence de nos institutions modernes. D'ailleurs, même quand on parle de génétique, comme le fameux variant du gène MAOA, c'est lourdement influencé par l'environnement. Le gène, c'est pas une boule de cristal. Ça ne prédit un comportement agressif que si la personne a grandi dans un climat de maltraitance, par exemple. On n'est donc ni purement violent, ni purement pacifique par nature. C'est beaucoup plus complexe que ça. Cinquième point, comprendre la violence structurelle. On arrive au niveau macro, là où les systèmes invisibles entrent en jeu. C'est ici que le concept de Johan Galtung prend tout son sens. Il nous montre qu'un système abstrait peut être totalement dévastateur. Des règles administratives, des coupes budgétaires, des frontières, tout ça peut broyer des vies sans qu'aucune arme ne soit sortie. C'est une violence réelle, mais sans la moindre colère visible. Et cette tripartition, là, nous aide à résoudre un sacré paradoxe. Comment une société peut se vanter d'avoir des rues plus sûres, tout en ayant un système bureaucratique qui laisse tant de gens sur le carreau? La clé, c'est la violence culturelle. C'est ce vernis, ces récits qui nous font croire que cette violence structurelle est normale, justifiée et au final, complètement invisible. Ce qui nous amène à notre dernier grand point, la civilisation comme violence déplacée. Comment tout ça s'articule concrètement? En fait, la civilisation ne fait pas disparaître les lois de la survie d'un coup de baguette magique.
Elle prend nos instincts et les traduit en règles, en économie, en lois douanières. La violence physique recule, peut-être, mais l'agression est juste refroidie. Elle est pacifiée en apparence pour être déplacée vers des systèmes administratifs et de marchés parfois impitoyables. Pour illustrer ça, regardons le cas assez fou de la surpêche de l'anchois au Pérou. Ça montre bien que des règles qui étaient censées protéger la nature peuvent devenir de parfaits outils de destruction. L'administration centralise le pouvoir, édicte des règles et finit par être accaparée par ceux-là même qu'elle devait réguler. L'outil de contrôle devient l'outil du prédateur. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Cette réflexion résume tout. Manger est vital, ok, mais ça ne justifie pas d'organiser la famine. Réguler est nécessaire, mais ça ne justifie pas une surveillance de masse. Oui, survivre demande de l'énergie, c'est la base de la biologie. Mais c'est la société humaine et elle seule qui décide si ça doit se transformer en une exploitation brutale ou en une vraie coexistence. C'est là qu'est notre responsabilité. On termine avec ce défi, cette grande question incontournable. Comment maîtriser nos instincts primaires sans que les systèmes modernes créés pour nous gérer ne deviennent nos nouveaux prédateurs invisibles ? La question reste grande ouverte et je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin d'y réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.